Bienvenue dans Insulaire, le podcast où on invite des personnes venant des îles à venir raconter leur parcours scolaire et professionnel. Je suis Laetitia, data manager clinique, originaire de Mayotte et de Moélie. J'ai pour ambition de faire de ce podcast la source de référence pour nos jeunes. En effet, pour les personnes venant des îles, il est parfois compliqué d'avoir accès aux universités ou écoles lors des portes ouvertes. Alors imagine un endroit où on pourra regrouper une multitude de parcours scolaires et professionnels avec en plus un retour d'expérience. Cet endroit, tu l'as déjà et c'est Insulaire Podcast. Alors sans plus attendre, je te laisse découvrir l'invité du jour. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode avec Nidouar. Pour rappel, dans la première partie, on a vu comment commencer à éduquer son enfant financièrement. Sur cette partie, nous allons voir quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte avant son départ, mais aussi comment gérer son budget une fois sur son lieu d'études et toujours en tant qu'étudiant. Donc, je reprends mon rôle de parent. On habite dans une île. Donc, il y a des spécificités dans une île qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, quelles expériences spécifiques concernant la gestion de l'argent sur une île peuvent m'aider à préparer mes enfants à la vie pour un environnement différent ou plus coûteux? Parce qu'on sait que quand on vient en France, ça sera plus ou moins cher. Bon, je vais nuancer parce que dans les îles aussi, c'est très cher concernant la nourriture ou autre. Mais en général, on est dans le logement familial. En général, on est dans une maison qui est déjà payée ou c'est déjà un terrain acquis. Donc, comment est-ce que je peux préparer mon enfant pour cet environnement-là et quelles sont les expériences spécifiques à mon île sur la gestion de l'argent que je peux donner à mon enfant? Il est important de se rendre compte que quand on vit dans une île, en général, les îles, c'est moins de 300 km². En fait, on est dans un espace très restreint, on est dans une île, mais on est dans sa ville ou dans un village ou dans une bourgade dans cette île-là. C'est l'environnement qui est limité, même en termes de loisirs. Bon, on peut trouver une belle plage, forêt à côté, mais on n'a pas tout. On n'a pas tout dans une île. Donc, déjà, on est limité, donc, dans les possibilités de dépenser ou de faire des choses. Et on est aussi comme tu l'as rappelé, dans un cocon familial. Donc, on est en famille, on attend de nous rien d'autre que de dépenser un peu d'argent de poche. Mais le fait de préparer l'enfant par l'éducation financière à l'adolescence, lui confier des petites responsabilités, c'est lui inculquer à l'idée que il va devoir gérer aussi autre chose que sa personne. Donc, ça, c'est un point important. Maintenant, l'idée que t'as, Laetitia, c'est toi t'imagines les conséquences, mais il faut en venir un petit peu aux causes. L'enfant, quand il quitte son île, ou le jeune bachelier ou la jeune bachelière, quand il quitte son île, il va s'installer dans un territoire. Et il y a un travail en amont de préparation de ce territoire. Déjà, l'enfant va faire quelles études? Quels sont les coûts liés à l'inscription? Voilà, ça c'est un point important. Quelles études? L'enfant va aller dans quelle ville? Et il y a des choix de villes. Quand on vient, par exemple, en France métropolitaine, ou quand on quitte, on va dans un territoire, la même formation peut exister sur différents territoires, sur 3, 4 villes. Donc, il faut cibler un territoire en connaissance ou en cohérence avec le coût de la vie. Et ça va par de petites enquêtes. On peut savoir que le coût de la vie, par exemple, à Bordeaux est de temps, à Paris et à Montpellier ou à Brest est de temps. Donc, il y a un petit travail d'enquête, terrain à mener, à savoir quel est le coût de la vie du territoire, quel est le coût lié à l'inscription aux études. Est-ce que l'enfant est boursier ou pas? Est-ce que c'est les parents qui doivent donner de l'argent? Est-ce que l'enfant va travailler pour subvenir ou compléter à ses besoins financiers? Qu'a besoin l'enfant? Il y a le logement. Alors, il y a le logement qui est très important. Je pense que c'est 80% du coût. Il y a le logement et il y a aussi les courses. Donc, il y a un travail d'enquête, de prospection sur le territoire, un travail, je dirais, avant tout de benchmark comparatif à diplôme ou à formation égale, quel est le meilleur territoire, quel est le meilleur environnement. Parce qu'on peut se retrouver dans un territoire, mais on est aussi dans un environnement où on se retrouve en forte communauté d'originaires d'une île ou des îles, et que même si le coût de vie est moins cher, mais si on fait la fête toutes les semaines, ça va exploser. Donc, il y a un travail de préparation pour savoir à l'euro près quel va être le budget du quotidien. Donc là, ce qu'on appelle un fonds de roulement au quotidien, comment ça va être le budget là. Ça, c'est un point important. Mais il ne faut pas négliger que quand on envoie son enfant étudier, il y a un gros coût de démarrage, c'est le budget d'arrivée. Là, on n'est pas dans le mois, on n'est pas dans les abonnements, mais il y a aussi un coût qui est lié à l'installation. Et ce coût-là, des fois, on s'y prend à la dernière minute, en fait. Donc, il y a un coût d'installation, il y a un coût de fonctionnement, et il y a aussi le coût de les études. On est à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe aux premières vacances, aux premières grandes vacances? En fait,
c'est quelque chose qu'on peut essayer de planifier et d'anticiper. En général, le coût d'installation d'un étudiant, pour donner des ordres d'idées, on n'est pas loin des 5 000 euros pour l'installation d'un étudiant. Donc, quand il vit de manière isolée, indépendante, on n'est pas loin de 5 000 euros. Après, il y a le fonctionnement aujourd'hui, en fait, qui est lié aux études. Aujourd'hui, selon les territoires, on peut avoir un coût de fonctionnement mensuel allant minimum de 700 euros jusqu'à 800, 900 000 selon les territoires. Et puis, la question des vacances, que fait l'enfant? Est-ce que l'enfant quitte le logement? Est-ce que son enfant va revenir chez ses parents? Et donc, il y a aussi un coût de transport qui est lié à l'été. Donc, ce sont des budgets prévoir. Donc, il y a le budget de l'installation, il y a le budget du fonctionnement, il y a aussi le budget qui est lié au coût de la vie pendant les vacances. Est-ce qu'il y a des allers-retours qui sont prévus? Si on se renseigne pour être à l'euro près, donc il y a déjà une démarche d'enquête des parents de préparer cela. Et si on a bien éduqué son enfant, il y a aussi les valeurs qu'on a transmises si l'enfant va respecter rigoureusement son enveloppe, pour résumer, préparer, anticiper, contrôler en fait au quotidien, au mois, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. Et quel outil ou ressources tu me recommandes pour enseigner la gestion financière à mes jeunes avant leur départ pour les études? Aujourd'hui, on est dans un monde moderne, donc avant tout, il faut un compte bancaire. L'étudiant dispose d'un compte bancaire avec une carte. Donc, dans ce compte bancaire, il est prévu des rentrées d'argent. Quand on a fait son travail de préparation, on sait combien ça va rentrer par mois. Cette rentrée, il y est prévu des sorties. Et donc, quand on s'installe en tant qu'étudiant, je ne vais pas parler de logiciel ni d'outils digital, mais on va parler des choses de manière terre à terre. Je vais avoir une rentrée d'argent, donc je vais d'ores et déjà payer 3 choses en priorité. La priorité numéro 1, c'est le logement. Le loyer, il doit être payé. Pas de négociation, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'algorithme. On paye son loyer, on paye l'alimentaire, les courses, à savoir qu'est-ce que je vais manger le soir. Donc là, on va se constituer une enveloppe courses. Et troisième chose, il y a les services de mobilité et de télécommunication. Aujourd'hui, on n'habite jamais au rez-de-chaussée de son campus. Je dois me déplacer et je dois être joignable parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à distanciel. Je dois avoir un abonnement qui tient la route. Donc, si en tant qu'étudiant, ces 3 postes, c'est des priorités non négociables. Loyer, l'alimentaire, la mobilité et la joignabilité. Ça, c'est les 3 indispensables à ne pas jouer avec. Le reste, c'est ce qu'on appelle des à côté. Un petit café qu'on prend, une petite sortie. Ça, c'est quelque chose qui peut se rogner, mais les 3, ça, c'est très important. Moi, je prends un bloc-notes, je marque des lignes. Mon loyer, il coûte tant, je dois le payer. Mes courses, des pâtes, des steaks, du riz, je sais pas quoi ce que je vais manger. Si je dois manger au resto U et compagnie, mon enveloppe mensuelle est de temps. Et mon abonnement est prélevé par mois, de téléphone, de box, et de transport, c'est temps. Après, c'est là où ça va se jouer de manière très serrée. Les à côté. Si je me fais un resto par mois, si je me fais une ciné, si je me fais un bowling, en fait, ces à côté-là doivent être aussi, on va dire, cohérents avec les entrées et cohérents avec la vie d'étudiant. On peut pas imaginer un étudiant qui sort une fois par semaine au resto, c'est pas possible. C'est pas un étudiant, c'est un salarié, c'est sa vie. Donc ces à côté-là, on doit aussi se mettre des limites. Donc une fois qu'on sait quelles sont les priorités et comment je dois gérer en fait ces choses-là, bon, on est beaucoup plus serein. En fait, la difficulté de l'étudiant qui quitte son île, c'est d'arriver en fait à ne pas faire clic à chaque fois qu'il passe en caisse ou à succomber en disant maintenant avec la carte bancaire ou les applis, il y a tellement d'applis aujourd'hui pour les étudiants de dépenses, on ne doit pas succomber en fait à ce monde-là. On doit se dire j'ai un compte bancaire qui est dédié au fonctionnement de mes études. Et quitte à avoir peut-être un compte secondaire qui se dit bon voilà, ça c'est des plaisirs, ça c'est des choses qui ne rentrent pas dans mes priorités si le budget le permet. Mais le plus important déjà, avant même d'avoir un logiciel, c'est de se dire voilà, du 1er au 5 de chaque mois, c'est la période où je règle mes priorités. Mon loyer, le virement est fait ou le chèque est déposé, je fais mes courses de début du mois et j'ai assuré que mes abonnements vont passer. Donc, en se disant que par mois, au minimum syndical, je dois avoir tant dans le compte. Si on a ça dans le mois et qu'on ne le bouge pas, on est déjà gagnant. Après qu'on ait une appli à côté, type, sans en faire de pub,
des applis de néobanque à côté où on se dit j'ai transféré mon loisir et le reste, mais le compte principal doit être avant tout compte de fonctionnement de charge. Je rentre tant, j'ai l'actif qui rentre et j'ai le passif, c'est ce que je dois dépenser et ça ne doit pas bouger. Et le reste, les à côté doivent être vraiment des accessoires. Si on se fait ça, on est déjà bien. Là, c'est une rigueur mentale. On parle pas d'application parce qu'une application va te donner les choses à l'instant T. Une application, c'est une calculette. Mais c'est pas la calculette la plus importante. En fait, c'est l'ingénieur qui est derrière. C'est le génie qui y a derrière. Et donc, il faut sensibiliser les gens que l'argent ne se multiplie pas dans un compte, ni ne disparaît pas d'un compte. C'est ce qu'on en fait. Savoir, voilà, se dire, est-ce que c'est le moment de sortir ma carte? Et chacun, on va dire en 2 mois ou en 3 mois, on peut s'ajuster tout de suite en se disant, le premier mois, j'ai déconné, le deuxième mois, je me régule, et puis le troisième mois, j'essaie d'avoir un fonctionnement qui est normal. Et aujourd'hui, toute application bancaire a une partie budget qui affiche les dépenses, qui répartit. Mais c'est pas ça qui va gérer les choses, en fait. C'est ta rigueur. Ici, mes courses par semaine, c'est 70 euros, c'est 70, pas 75. Si j'ai fait 75 cette semaine, eh ben, la semaine prochaine, au lieu d'être à 70, je passe à 60 et j'essaie d'arbitrer. Et une chose très importante, c'est là où on se dit, en fait, le bagage de l'éducation. Faut qu'on ait un bagage anti-gaspi, frugal, pour ne pas passer tout son temps à faire des commandes en ligne de nourriture. Faut qu'on ait un bagage qui permet aussi d'être rigoureux dans ce que l'on fait. Tout à l'heure, tu as parlé de actif et passif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle actif et passif? L'actif, c'est ce qui permet de gagner ou faire rentrer de l'argent. Donc, en fait, on va plutôt de parler de colonne entrée. On doit avoir 2 colonnes. Une entrée, donc savoir est-ce que c'est une entrée régulière ou ponctuelle, une rentrée. Et les passifs, c'est les dettes, en fait, c'est les sorties, c'est les dépenses. Ce qui sort, en fait, c'est les courses, c'est, voilà. Si on maîtrise ces 2 colonnes, et on doit être capable, en prenant une feuille, si on est bien, on prend une feuille, on le pose sur la table, mes entrées ou mon entrée, c'est ça. À telle date. Ce que je sors, c'est ça. On n'a pas besoin de logiciel, c'est pas non plus une multinationale du CAC 40. On a juste besoin de ça. Et comme c'est sur le même compte, parce qu'on n'a pas qu'un compte où on rentre de l'argent à un compte où on sort, c'est le même compte, on doit être capable d'avoir cette gestion en disant à l'instant T, qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui n'est pas payé. En général, si on s'organise bien en début du mois, à partir du 5, on sait si on est touché ou pas, si on va finir le mois. Et puis quand on est dehors, se dire est-ce que en étant à l'extérieur, je suis moi-même exigeante envers moi-même à ne pas succomber au bowling qui n'était pas prévu, à la pizza qui n'était pas prévue, à aller se faire des Starbucks qui sont pas. C'est ces tentations-là, il faut juste se rappeler que on peut pas multiplier les entrées, donc on ne peut pas non plus multiplier les sorties, se dire voilà, quelles sont mes marges de manœuvre. Et c'est l'expérience qui va t'apprendre ces choses-là. Là, le parent a bien expliqué à son enfant comment gérer son argent, enfin, lui a donné un début d'éducation financière ou une éducation financière complète. Donc, pour la seconde partie, moi, je vais me mettre dans le rôle d'un jeune étudiant ou étudiante. Donc, je viens d'avoir mon bac, je souhaite me préparer financièrement pour poursuivre mes études à l'étranger. Donc, pour cet épisode, j'aimerais particulièrement me rendre en France. Donc, on va prendre en compte les spécificités liées à des villes en France. Et première question, tout à l'heure, on a parlé d'avoir un budget, de répartir son budget avec le loyer, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est nourriture et autres. Est-ce que toi, tu as des pourcentages à recommander ou si c'est pas en pourcentage, m'expliquez-moi en tant qu'étudiant, comment est-ce que je dois planifier ce budget-là? Je vais donner un montant, par exemple, je suis étudiante, j'ai la bourse de 500 euros de la France métropolitaine et par exemple une bourse de 300 euros de Mayotte, imaginons. Donc ça me fait 800 euros par mois. Comment est-ce que je répartis mon budget en fonction de tout ce que j'ai à payer par mois? Là, c'est un budget d'étudiants de luxe, hein. Il faut se le noter, hein. Les étudiants ont moins que ça. Donc déjà, j'ai envie de dire que les étudiants originaires de l'outre-mer qui se retrouvent en métropole et qui sont boursiers, souvent ils sont avantagés et privilégiés. C'est pas le cas de tout le monde.
Donc je reviens sur un point, je fais une petite marche arrière. En fait, avoir 800 € ou 900 € ou 1 000 € par mois, ça ne veut rien dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se le dire. Bon, ça influe, mais c'est l'enquête de départ. Je vais prendre mon exemple. Quand j'étais au lycée de Mayotte, je préparais mon bac. J'avais fait une étude comparative. Je voulais aller à Lille. Je voulais aller à Paris, je voulais aller à Montpellier et je voulais aller à Limoges. Eh ben, ce qu'il a emporté, c'est Limoges. J'ai pas choisi Limoges pour sa beauté, ni pour sa vie étudiante trépidante, mais j'ai choisi Limoges parce que c'est la ville où je pouvais payer à l'époque 150 € de loyer au Crous en ayant une chambre universitaire. Et des enquêtes, j'ai appris qu'à Limoges, avec un abonnement de 30 €, je pouvais me déplacer en illimité dans la ville. Et que dans chaque point de la ville, j'étais à moins de 20 minutes en bus d'un campus. Et bien sûr, le coût de la vie est une ville de province, le coût de la vie était moindre, et même s'il y avait des sorties, donc c'était moindre. Donc du coup, et j'avais aussi la formation que je voulais à Limoges. J'avais aussi quelques connaissances, donc qui me permettaient d'être aussi dans de bonnes conditions. Et moi, dans toutes les villes que j'ai comparées, Limoges était la ville qui correspondait le plus à mon budget. Donc, j'ai serré les dents, je suis allé à Limoges, je n'avais pas que des avantages, j'avais aussi des inconvénients parce que, bon, voilà, on m'a expliqué le climat, tout ça. Mais en fait, je m'étais dit qu'à Limoges, j'étais capable d'avoir un environnement financier qui me permettrait de me concentrer et aussi et d'étudier. Parce que, faut pas oublier, l'enfant, le bachelier n'est pas un comptable. On n'envoie pas un comptable étudier. C'est un étudiant et il doit avant tout étudier, réussir ses études et lui trouver un environnement favorable. C'est un point important, cette étude comparative, de comparer ville par ville avant de se lancer. Une fois qu'on a fait ce comparatif, on a fait un choix. Maintenant, il y a la réalité du terrain parce que forcément, c'est lui qui te dit ça. Il a peut-être quitté cette ville il y a un an ou deux. Donc, mais c'est l'enquête qui va être déterminante de la suite. Et puis une fois qu'on est dans la ville, maintenant c'est l'opérationnel, c'est le quotidien, c'est faire face aux dépenses. Et moi, j'avais une autre question du coup en tant que étudiante toujours. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle un fonds d'urgence, mais je ne sais pas trop ce que c'est qu'un fonds d'urgence. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on appelle fonds d'urgence? Quand on gère bien son budget, il y a l'enveloppe qui est dédiée au train-train quotidien, ce qu'on dépense par mois. Et puis, il y a une enveloppe d'épargne. Et cette enveloppe d'épargne, on essaie d'avoir de l'argent de côté en cas de coup dur. Par exemple, si la bourse n'est pas tombée, il peut y avoir qu'informatiquement la bourse n'est pas tombée, les parents, ils ont eu un coup dur, ou j'ai pas été payé dans les délais, ou il y a un problème. Donc, on va puiser dans ce fonds d'urgence. Là, c'est un autre level. En fait, c'est un étudiant qui est très avisé, qui est très bien, qui a réduit ses loisirs, qui se dit, je vais avoir, on va dire, 3 mois à côté. C'est 3 mois de charge, en fait. On va dire, c'est 3 mois de loyer, 3 mois de courses et 3 mois d'abonnement de téléphonie. Et voilà, c'est une enveloppe de crise au cas où ça se passe mal, je peux piocher dedans. Mais soyons réalistes, quand on est étudiant, il y a tellement un coût de vie trop élevé que on a du mal à avoir une trésorerie qui sera dédiée à l'urgence. Idéalement, c'est ce qu'on chacun devrait faire, un fonds d'urgence, mais on sait très bien qu'un étudiant qui a quitté le lit familial et qui se retrouve là, ce fonds d'urgence va plutôt servir à un fonds de loisirs. Donc, soyons réalistes, en fait. Donc, mais idéalement, ça serait bien qu'on puisse avoir de l'argent de côté et ça nécessite d'être très rigoureux. Et là, on a parlé des étudiants, par exemple, qui sont boursiers. Si on parle des étudiants maintenant qui n'ont pas de bourse, que ce soit des bourses venant de leur île ou des bourses qui ne sont pas boursiers en France et qui, pour le coup, vont devoir chercher un boulot pour travailler et du coup, un boulot qui va permettre de payer leurs dépenses. Est-ce que eux, leur planification, enfin la planification du budget sera la même finalement que ceux qui ont la bourse, parce que ceux qui ont la bourse, c'est comme si c'était un salaire qui rentrait. Est-ce que la planification sera pareille? Et j'ai une autre question aussi. Une personne qui n'a pas la bourse, est-ce qu'elle va avoir tendance à penser de la même manière qu'une personne qui elle a la bourse et l'argent rentre, on va dire, facilement pour le coup sur son compte? C'est deux situations différentes. Alors, je reviens parce que là, et j'espère que
les étudiants et les parents peuvent nous écouter avant de faire leur rentrée post-bac ou des études universitaires après le lycée. En fait, ce qui se passe, c'est que la situation, qu'on soit étudiant boursier, soutenu par les parents ou pas, ou qu'on soit livré à soi-même, il y a un point commun, c'est que il y a un coût qui est lié aux études, un coût fixe, un coût mensuel qui est lié au logement, les courses alimentaires, les transports et mobilité, joignabilité. Ça, c'est commun à tout le monde. Qu'on soit riche, pauvre, nanti, héritier d'une dynastie ou d'un empire des cosmétiques et compagnie, c'est la même chose. Donc, on est tous soumis à ça. La grande différence, c'est que quelqu'un qui a la bourse a des rentrées régulières, fixes, connues et prévues. Donc, il y a une prévisibilité dans les choses. Et quelqu'un qui n'est pas boursier va dépendre soit de l'aide familiale ou il y a des personnes qui sont livrées à eux-mêmes, qui doivent se trouver un job. Et un job, on ne le trouve pas en claquant des doigts à la rentrée. Donc, il y a un temps de recherche. Ce que je disais en amont, c'est que avant tout, il faut prévoir un budget d'installation. C'est un budget où on doit acheter des équipements ou des choses avant de démarrer les études, des annales, et dans ce budget-là, c'est un budget en fait important parce que les premiers mois ou le premier mois, on doit faire face à des imprévus et à des choses. Il faut se le préparer. Quand on vient d'arriver, même au niveau des papiers, on n'est pas forcément en règle. Donc, par exemple, en général, ce sont les étudiants d'origine étrangère qui ne sont pas français, qui doivent trouver des jobs à côté. À la rentrée, on n'embauche pas à tout va, selon la situation économique. Parfois, ça peut prendre des mois. C'est important de se dire que la différence entre un étudiant boursier soutenu par ses parents et un étudiant qui est livré à lui-même et qui dépend ponctuellement de l'aide et du bon vouloir d'un proche, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a déjà un confort chez l'un et une incertitude chez l'autre. Maintenant, dans les deux situations, un étudiant soutenu qui a des bourses et c'est lui qui doit se trouver un job, la gestion d'un budget étudiant doit être une gestion au centime près, au millimètre près, teintée de rigueur parce qu'un étudiant, c'est des conditions précaires. Donc, on n'est pas riche, on n'a pas tout le temps les moyens. Il peut y avoir des aléas de la vie qui coupent les entrées. Et dans ce cas-là, c'est lui qui n'est pas astreint, qui n'est pas préparé à une gestion rigoureuse, va se retrouver piégé. Donc, ça va plus donner du stress à celui qui doit travailler, parce que s'il est en arrêt maladie, il sera pas forcément payé ou il aura un décalage de trésorerie. Donc, la rigueur après est très importante pour chacun, parce qu'un étudiant, je le dis toujours, un étudiant, il doit vivre avec trois mois d'avance, 3 coups d'avance. Quand il y a des phases d'examen où il peut pas aller faire son job d'été ou aller faire ses jobs étudiants, il doit travailler ou il peut tomber malade, il peut y avoir beaucoup on a eu Covid, donc l'arrêt d'activité. Donc, un étudiant doit se donner toujours un temps d'anticipation, un temps d'avance sur les choses pour bien les préparer. Mais il doit être strict dans sa gestion parce que l'argent ne se multiplie pas dans son compte et il y a beaucoup d'aléas et parfois, les parents peuvent aussi subir des situations de l'autre côté, du chômage ou un arrêt maladie ou des problèmes ou l'arrivée d'un bébé dans notre famille. Donc, on demande à un étudiant un effort important de gérer de manière à anticiper les choses. C'est pas une période de flambe, en fait. C'est pas une période où on doit claquer parce que si on prend confiance en se disant mes parents ils vont m'envoyer, bah parfois ils peuvent aussi te punir en disant tu dépenses trop, on réduit la voilure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le moment de prendre confiance. Un étudiant doit être sur ses gardes constamment et se dire cette entrée peut se raréfier ou peut s'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Si on se pose cette question, on gère bien. C'est pas un moment de plaisir. Les études, il y a un Donc, ce qu'on appelle ici, ce que j'ai appelé tout à l'heure fonds d'urgence, ici, il prend encore plus son sens pour l'étudiant, par exemple, qui doit, lui, travailler pour subvenir à tous ses besoins. Il doit toujours avoir quelque chose à côté au cas où son activité s'arrête. Oui, ça doit se mettre en place en amont et on doit se le mettre en place par expérience personnelle. Je l'ai vécu quand j'étais étudiant, j'avais un organisme qui devait me faire un virement. J'ai attendu 3 mois et pendant ces 3 mois, j'ai dû vivre sur des réserves ultra personnelles et parce que j'avais eu une bonne gestion en amont, j'ai pu tenir ces 3 mois. Et justement, tu nous as quand même dit que très tôt, on t'a eu cette éducation financière. Mais est-ce qu'on t'avait dit très tôt, mets de l'argent de côté, on sait jamais? Ou est-ce que tu avais déjà anticipé, par exemple, quelques problèmes sur les virements, par exemple, de l'organisme pour la bourse? Ou pas du tout, c'est juste selon ton éducation, l'éducation que tu as reçue, tu t'es dit, je vais pas tout utiliser, je vais quand même mettre de l'argent de côté, on sait jamais.
Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis venu ici en France pour mes études, j'avais compris une chose. J'avais compris que je dépendais à 99% de la bourse et que en cas de bêtise ou de flambe, je ne peux compter sur personne. Donc ça, c'était déjà dans ma tête. Donc j'étais préparé parce que personne ne me vienne en aide. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment de partir de mon île, j'ai eu des grands-parents, de la famille, j'ai eu quelques enveloppes qui m'ont été données par solidarité familiale en disant bon voilà, c'est pour tes premiers pas en France. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que cette enveloppe, je ne l'ai pas gaspillée. Je ne suis pas rentré dans le centre commercial parce que c'était la première fois de ma vie où où j'allais dans un grand centre commercial. Je l'ai laissé de côté parce que j'étais conscient, personne ne pouvait me venir en aide en fait. Donc j'étais conscient de ça et j'ai laissé cette enveloppe. Et quand j'ai laissé cette enveloppe, ce qui m'a aussi sauvé, c'est que quand je suis arrivé en France, c'est mon oncle qui est venu me chercher et il m'a dit la chose suivante, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il m'a dit ta priorité, c'est le logement, les courses et ta mobilité. À l'époque, on n'avait pas les abonnements comme maintenant. Ta mobilité, donc ça s'appelait Mobicart. Avec une Mobicart, ça suffit d'être joignable. Tu n'as pas besoin d'appeler des gens. Donc il m'a dit si tu fais ça, tu t'en sortiras. Mais si tu le fais pas, eh ben, tu seras dans des problèmes et personne ne viendra t'aider. Donc j'ai compris que je devais m'en sortir par moi-même. Donc j'ai appliqué cela, plus ma petite enveloppe. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé ouvrir un compte bancaire, j'ai demandé un compte courant avec une carte, mais j'ai demandé un compte épargne et cette enveloppe a tout de suite été de côté, une petite enveloppe d'urgence de côté. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai le budget d'installation de fonctionnement. J'ai puisé dedans pour m'installer, pour mon logement, pour mon fonctionnement, mais cette enveloppe est restée de côté. Et quand j'avais pas trop dépensé, eh ben ce que je faisais, je me reconstituais cette enveloppe. Donc en attendant des coups durs. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par la suite que l'été, on nous versait pas quelque chose. Donc les mois d'été, j'ai pu les traverser en fait sereinement parce que tout simplement, j'étais préparé à l'idée que l'été, j'allais rien avoir et que l'été, j'ai anticipé ma situation de logement. Donc j'ai pu déménager l'été, j'ai passé les 2 mois un petit peu avec la famille, avec un job d'été. Donc, du coup, j'avais pas eu le logement et j'avais pas eu non plus de dépenses parce que j'ai passé mon été à bosser en job étudiant. Et à la rentrée, je me suis retrouvé avec un excédent de 2 000 € parce que j'ai travaillé pendant 2 mois, 1 mois et demi. Et avec ce que j'ai mis de côté là, avec la bourse, j'avoue que je me suis retrouvé avec 3 000 € à la rentrée d'à côté. Donc, ce qui était très bien en tant qu'étudiant. Donc, les bourses qui s'enchaînaient au mois de septembre, octobre, novembre, j'ai continué dans cette trajectoire. L'élément le plus important, c'est la préparation mentale. Il faut dire à l'étudiant qu'il n'est pas riche, qu'il n'est pas salarié et que il a un budget restreint et il doit faire avec. Ça, c'est très important. Faut pas non plus inculquer l'idée à l'étudiant que s'il y a un gros trou, quelqu'un viendrait combler. Je pense qu'il faut le préparer déjà à cette vie de bon gérant, de bon gestionnaire, Tu nous as dit que tu as reçu quand même, enfin, on t'a parlé, on t'a dit que tu vas quand même être un peu seul, on va dire, sur ce côté financier-là. Mais est-ce que tu avais des stratégies spécifiques, toi, quand une fois en France, une fois que tu as commencé tes études, à chaque étape que tu mettais en place pour justement gérer cet argent-là, à part vraiment, tu vois, ne pas flamber, pardon, mais quelles étaient tes stratégies? Ah ben, mes stratégies, quand on est étudiant, il faut être un peu ouvert. Donc, ne pas s'enfermer dans sa bulle, c'est très important. Et quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'habiter avec d'autres étudiants étrangers. Alors, c'est très formateur. Si on veut se former aux finances d'étudiants, faut pas côtoyer les étudiants riches du campus. J'ai baigné dans une communauté d'étudiants africains sans bourse. Cette communauté m'a beaucoup apprise. En les côtoyant, moi-même, j'étais gêné de leur dire que j'avais dans les 500 € par mois de bourse. Parce que certains n'avaient même pas 100 €. Et que dans mon frigo, je manquais de rien. En toute honnêteté, je manquais de rien dans mon frigo. Il y avait des steaks et des pâtes. J'en avais. En les écoutant, j'ai appris. Il y avait aussi des œuvres sociales dans le campus. Ça, il faut pas l'oublier. Un étudiant, il est précaire. Et dans ce pays, il y a des œuvres sociales, donc dans les campus. Donc, il y avait des bons plans pour faire des courses moins chères.
Donc, j'ai tout de suite repéré ces bons plans pour faire des courses moins chères. Je faisais du shopping qu'en période de solde. Donc, j'ai profité des soldes d'hiver pour faire mon stock en manteau, mes baskets, tout ce que j'avais, et les soldes d'été, mon stock d'été. Donc, du coup, en matière de shopping, j'ai repéré en fait les choses. Ces choses suivantes. Les bons plans, les périodes de solde, les magasins et les endroits où je pouvais tout acheter moins cher. Tout ce que je pouvais bénéficier de moins cher, je l'ai fait. Et c'était le début des forfaits étudiants qui coûtait pas grand-chose. Donc, j'ai succombé aussi à un forfait moins cher. Et ça, je l'ai appris par des étudiants qui étaient en système D. Et eux, quand il y avait des bons plans, ils m'appelaient en me disant, Nidouard, viens, on a un bon plan, on va acheter cela. Donc, tout de suite, c'est l'ouverture vers les autres, en fait, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait des bons plans. Et j'étais connecté à l'écosystème de tous les étudiants en France, des anciens de ma promo qui étaient à Lille, qui étaient à Marseille, et on échangeait par chat. À l'époque, c'était les chats Caramel, les MSN et compagnie. Tout de suite, en fait, j'étais devenu en fait un guide Michelin des bons plans à moi tout seul. J'avais aussi accepté que j'étais étudiant, que je n'avais pas de ressources énormes, et j'ai accepté le fait, cette condition, et je le vivais très bien. Donc en fait, je bavais pas quand je voyais des baskets de marque, je me disais, je pourrais m'en offrir, mais pas tout de suite en fait. L'astuce plus important en fait que j'avais, c'est que je faisais en sorte qu'en début du mois, j'ai soldé mes grosses dépenses et que la fin du mois, je suis dans une routine en fait. Je différais jamais le paiement de mon loyer en disant je vais le faire à la fin. Non, tout ce qui était à faire maintenant, je le faisais. Et puis, il n'y a pas mieux que de savoir qu'est-ce qu'on va manger dans la semaine. Je m'étais fait un petit programme de préparation à manger et je savais que tel jour je pouvais faire ça, tel jour je pouvais manger ça. Donc c'était assez routinière, je l'avoue, mais ça m'a évité de me casser la tête et puis de finir en livraison. À l'époque, ça n'existait pas les Deliveroo et compagnie. Et tout ce qui pouvait préserver en fait mon pouvoir d'achat d'étudiant, je l'ai fait. Des fois, je faisais des brocantes. J'étais en province. Des fois, quelqu'un me disait ah, il y a la possibilité d'acheter en gros quelque chose. Je le faisais tout en ayant conscience que j'ai réalisé des économies et qu'il fallait que je m'organise pour la suite. J'étais banni quand j'étais étudiant. Je pouvais pas utiliser des mots comme épicurien, se laisser aller, c'est pas grave. J'avais pas ce vocabulaire-là en fait. Donc et les magazines qui prônaient en fait cet état d'esprit, forcément j'étais pas fan parce que c'était pas adapté à ma situation. Et concernant la nourriture, par exemple, est-ce que ça a été compliqué? Enfin, pas compliqué, mais est-ce que tu as réussi à te dire, bon, je vais donner l'exemple. Moi, j'ai vécu à Mayotte, mais aussi en France. Mais quand on est à Mayotte, tout ce qui est, par exemple, sucreries, tous les biscuits, cookies et autres, c'est pas forcément ce qui est courant. En tout cas, moi, à mon époque, c'était pas forcément ce qui était courant. On avait plus les fruits et légumes à la maison. Vraiment, tout ce qui est légumes, c'était ancré dans notre quotidien. Mais une fois en France, tout ce qui est sucrerie, tout est facile à avoir. Des fois, c'est moins cher. Enfin, c'est même pas que des fois, c'est moins cher par rapport à ce qui est chez nous. Est-ce que sur cette partie-là, tu as réussi à, pareil, mettre une stratégie et à te dire, bon, je sais que c'est facile, c'est moins cher par rapport à ce que j'avais à la maison, enfin à la maison dans mon île, mais je vais quand même me limiter et prendre ce que j'ai besoin et le reste, je laisse. Comment est-ce que tu as géré cette partie-là et même tout ce qui est fast-food aussi? Alors, il faut savoir que en venant en France, j'ai subi un gros choc psychologique. Moi, je vivais dans un territoire très restreint, avec peu de tentations et de possibilités, et je me suis retrouvé avec un centre commercial, avec les McDonald's, les Quick, enfin, avec tout ce qu'il y a de tentations dans le monde, et qu'il suffisait juste même pas de sonner, quand tu t'arrivais, t'avais une porte du paradis qui s'ouvrait et que tu rentrais. Ça, c'était un choc psychologique, en fait, qui était là en me disant, waouh, je me retrouve avec rien et maintenant j'ai accès à tout. Et il a fallu lutter avec ça parce on est tenté, on a envie de tester, on a envie de faire plein de choses. Mais ce qui m'a sauvé, encore une fois, c'est mon éducation. C'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, c'est que mes parents m'ont forcé ou m'ont inculqué la notion de se faire à manger soi-même. Donc faire la cuisine. Donc j'étais pas élevé comme un pacha en disant toi tu fais rien et les autres font. J'ai eu une base éducative qui m'a un petit peu préparé sans le savoir. Donc faire à manger soi-même, ça revient moins cher. Le fait aussi que j'étais préparé psychologiquement en disant tu vas pas retrouver le même environnement, donc il va falloir faire des choix et faire des arbitrages sur beaucoup de choses. Donc en venant,
comme j'étais connecté à cette communauté africaine, j'ai demandé qu'est-ce que vous mangez ici. J'ai compris tout de suite que manger des bananes plantains et manger tout ce que je et garder mon alimentation de l'époque, c'était pas adaptable. Et je n'avais pas le temps de faire ça et je n'avais pas les moyens. Quand j'ai fait un tour dans un magasin exotique, j'ai vu que les prix étaient hors de prix si je voulais prendre des maniocs ou des choses comme ça. Donc tout de suite, je me suis dit, ma stratégie, c'est de faire ma bouffe moi-même. Je faisais mes petits plats chez moi. J'étais tombé sur un magasin où j'ai acheté un cuiseur de riz. Alors là, c'était le paradis, hein, parce que moi, le riz, c'est une histoire ancienne, mais vraiment une histoire d'amour. Donc du coup, j'ai acheté mon cuiseur et j'ai compris qu'avec ce cuiseur, il y avait juste à varier les sauces. Mais tout de suite après, je me suis adapté. J'ai jonglé avec le riz, qui était moins cher à l'époque, les pâtes, qui restent un classique de l'étudiant. Et puis bon, en étant étudiant, j'avoue que les légumes, c'était pas mon point fort. Et parfois, je prenais aussi des petits plats qui étaient en promo, déjà tout fait, tout cuit, donc ça le faisait bien. Mais tout de suite, j'ai compris que me restaurer, aller au restaurant tous les jours, en dehors du resto universitaire, c'était pas possible. Et quand j'avais envie de manger à l'extérieur, je préférais manger en ville, à côté des restaurants universitaires. J'avais organisé les choses tout en ayant en tête que je devais respecter une enveloppe. Donc ça s'est fait aussi avec un peu de privation. Mais avec le temps, je me suis habitué. J'avais même pas vu que j'étais en privation. Quand on était en vacances scolaires, ou j'étais en déplacement, je pouvais me permettre au moins dans la semaine un petit fast-food au McDo en sortant ou un cinéma. Donc en fait, je savais me faire plaisir aux vacances scolaires. Et pendant l'année ou la période scolaire, j'avais mon rythme de moine étudiant où je devais faire attention à tout. Donc j'avais une autre question aussi, mais tu avais déjà commencé à apporter des éléments de réponse. C'était sur comment est-ce que je peux me préparer au mieux sur les dépenses inattendues, comme les vêtements d'hiver ou même le chauffage. Des fois, on peut tomber sur un logement où il y a l'électricité à payer et l'électricité, c'est quand même assez cher, enfin, en tout cas de plus en plus là en ce moment. Comment est-ce que moi, venant d'une île, n'ayant jamais connu l'hiver, je peux me dire, je ne vais pas mettre le chauffage à fond? Alors, il y a des choses que tu peux prévoir, mais il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Moi, je suis arrivé en septembre, donc c'était encore un peu l'été. L'été a duré une semaine à mon arrivée en septembre et psychologiquement, mes amis étudiants m'ont préparé à l'hiver en disant ça va être rude et dur. Donc, j'ai pu faire mes courses pour acheter de quoi me réchauffer. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ma situation de logement, c'est une situation où j'étais dans un logement bien isolé. Donc j'avais un chauffage collectif. Je l'avais pas choisi parce que je pouvais pas anticiper cela. Faut pas se mentir. J'ai eu aussi de la chance d'être dans ce logement et que j'ai compris que voilà ma facture n'allait pas changer. Maintenant, mon attention va porter sur ceux qui nous écoutent et qui veulent préparer les choses. Eh ben, il faut savoir que quand on est dans des logements collectifs, type Crous ou des logements universitaires ou des résidences déjà où il y a des personnes, dans ce logement-là, avant de signer le bail, il faut demander si le logement a une bonne classification énergétique et en tapant sur Internet, classification énergétique, si le logement est classé F, G ou E, on sait tout de suite qu'il caille dedans. Et que maintenant, si ce logement nécessite d'être bien chauffé, si c'est un chauffage individuel, aïe, ça risque de déraper à l'hiver. Si c'est un logement, si c'est un chauffage collectif et que ça fait partie des charges, c'est important de le savoir d'avance. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. Encore une fois, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui sont sensibilisés, qui veulent être avisés. Donc, il y a un minimum de préparation. Le jour où l'enfant fait son entrée en terminale, il faut déjà que les parents se préparent et préparent l'arrivée de l'enfant. Moi, j'ai même vu des parents qui ont fait un voyage préparatoire, qui sont venus l'accompagner. Il faut se préparer aux conditions de vie en France. L'hiver, le climat, le logement. Et quand on est un minimum connecté, et je pense qu'il faut se brancher aux médias, je dirais en fait, de France, pour s'imprégner déjà du climat. Moi, il y a une chose qui m'avait frappé quand j'ai eu mon bac. Mon oncle m'a appelé, m'a dit, mais en fait, je comprends pas. Ça serait mieux que tu viennes t'acclimater. J'ai jamais compris cette notion d'acclimatation, mais il me dit, mais faut que tu viennes t'acclimater parce que ce qui se passe est important. Je n'avais pas compris cette notion, mais avec le recul, je comprends que s'acclimater, c'est se préparer et être là longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, on peut s'acclimater par les médias, en se disant, je vois ce sujet-là qui revient tout le temps, comment je peux anticiper pour que mon futur étudiant n'ait pas à subir cet environnement-là. La préparation, c'est un élément très important. Et je pense même que c'est le fil conducteur de cet épisode.
se préparer et anticiper. Donc, il y a un autre volet qui n'est pas budgétaire, mais c'est un volet culturel, médiatique, informationnel. On prend les informations de l'environnement. Du coup, j'espère qu'ils auront bien compris parce que justement, c'est vraiment la préparation qui manque chez nous. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, Laetitia, c'est que nous sommes bientôt à la 4e génération des personnes originaires d'Afrique ou d'outre-mer. Je pense que chaque personne issue d'Afrique ou de l'outre-mer ou d'autres contrées doit avoir quelqu'un en France, un étudiant ou un membre de la famille. On est dans un monde de mobilité et quand on est en terminale, on ne fait pas que passer son bac, on s'intéresse à minima à ce qui se passe en fait après le bac. Aujourd'hui, avec WhatsApp, Snap et tous les réseaux sociaux, on peut rentrer en contact avec des personnes pour faire ce travail de préparation. On n'est pas totalement largué. Moi, je me souviens, j'ai eu mon bac en 2000. Eh ben, pour être tout à fait honnête, en 2000, pour rappeler ici, il fallait acheter des cartes qui coûtaient dans les 15 € et cette carte, ça durait même pas 5 minutes. Maintenant, on a la possibilité carrément de faire ce qu'on appelle un home tour en visio du logement, de la ville. On n'est pas totalement étranger ou on découvre pas les choses. Il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Il faut que les parents et l'étudiant, le futur étudiant se renseignent, mènent ce travail d'enquête et avant même de cliquer sur, je ne sais pas, Parcoursup ou l'outil pour faire son inscription, il y a un travail préparatoire non négligeable et ça doit se passer dans le dialogue entre l'étudiant et ses parents ou le reste en fait. Sans préparation, c'est compliqué après. Même s'il y a des millions, c'est compliqué. Merci encore pour toutes ces réponses, Nizar. On se retrouve pour la 3e et dernière partie où on va encore parler finances, mais cette fois lorsque l'étudiant devient salarié ou touche son premier plus gros salaire après ses études. Merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis, partager l'épisode s'il t'a plu et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye!